Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Cursor et je vais vous donner 5 petites astuces qui vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace sur son utilisation au quotidien. Sans plus attendre, allons sur mon écran pour voir de quoi il est capable. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des petits tips sur l'outil Cursor.ai. En fait, c'est un fork de VS Code. J'ai déjà fait une vidéo, il y aura un petit lien en description pour vous montrer de quoi il est capable. Je l'ai fait il y a à peu près 6 mois. Là, dans cette vidéo, je vais vous montrer plein de nouveaux tips avec la nouvelle version, la 0.46 qui vient de sortir et qui ajoute pas mal de choses. Dans cet exemple, je vais me servir de Cursor pour m'aider à comprendre un projet qui m'intéresse beaucoup, qui est celui-ci, qui s'appelle Diffy.ai. En fait, c'est un outil open source qui permet de créer un RAG et tout ce qui s'ensuit autour d'une IA, puis ça expose aussi une API. Ce projet est totalement open source, donc on peut le récupérer sur son poste ou l'auto-héberger sur un ordinateur, sur un serveur, pardon. Donc en fait, ce que je veux faire, c'est le récupérer, le lancer sur mon poste et me servir de Cursor pour comprendre le projet et le lancer sur mon poste. Donc on récupère là, on fait un git clone, j'en passe et des meilleurs. Pour ceux qui se posent aussi la question, ce qu'on peut faire, c'est get this project, on lui fait la @git en mode agent et il lance le sujet. Donc ça, c'est la petite aparté. Comme on voit en faisant commande L, on ouvre ask. Si c'est fermé, on refait commande L, ça ouvre ask qui est questionné. Ensuite, nous avons le mode agent qui s'ouvre avec commande I et le mode edit qu'on utilise très peu, je vais pas vous mentir. Les deux modes qu'on utilise le plus, c'est le mode agent ou le mode ask, questionner. Donc ask, principalement, ce que ça fait, c'est que ça lit la codebase et que ça nous permet de discuter avec une codebase, avec une base de code simplement, si on veut se poser la question sur comment faire ceci, comment faire cela, où se trouve cette fonction dans la base de code, à quoi sert ce projet, comment lancer ce projet. Et le mode agent est beaucoup plus intéressant parce que lui, ce qu'il fait en fait, c'est, en fait, on lui dit, j'ai besoin que tu me crées cette nouvelle fonctionnalité qui me permet d'avoir un endpoint qui affiche automatiquement les changelogs quand il y en a dans l'application et ainsi de suite. Pour ceux qui se posent la question, on peut choisir le modèle avec Cursor, il y en a plusieurs. Moi, pour le moment, j'ai activé que ceci. Claude 3.5 sonné, GPT-4o, Claude 3.7 sonné en version normale et en version réflexion, O3 mini. Et ensuite, si vous posez la question pourquoi O1, Cursor Small, Cursor Fast et les deux DeepSeek sont grisés, c'est parce que tous ces modèles-là ne supportent pas le mode agent. Il n'y a que les modèles de Anthropic, les 3 modèles de Claude et les modèles de OpenAI qui supportent le mode agent. Si on veut ajouter d'autres modèles dans Cursor, il faut aller dans les settings. Dans les settings, bon là on a notre compte tout simplement. Là, c'est les fonctionnalités qui sont hyper importantes. On reviendra tout à l'heure surtout sur la fonctionnalité YOLO. On voit s'il est indexé ou non dans la base de code. On voit la documentation que l'on a rajoutée de manière globale à Cursor. C'est une documentation qui se répercute de projet en projet. Donc moi, principalement, je mets les outils que j'utilise le plus, qui sont Next, TouchSend, Tailwind, Supabase. Mais si vous utilisez une autre techno, vous rajoutez la doc comme ça et vous collez l'URL de la documentation. Et quand elle est en vert, c'est que la documentation a bien été ajoutée. L'onglet qui nous intéresse, c'est les modèles. Comme vous voyez, il y a tous ces modèles-là, où il y a les anciennes Claude, tous les modèles qui sont ici, les modèles de Google, GPT-4 et tous les autres modèles. Il faut savoir qu'on peut ajouter soi-même des modèles. Personnellement, je l'ai jamais fait, mais on peut le faire. Et on peut aussi rentrer nos clés d'API pour consommer nos propres tokens plutôt que l'abonnement Cursor. Moi, je préfère utiliser l'abonnement Cursor, mais on peut le faire aussi. Donc, on rentre notre clé d'API soit d'OpenAI, soit d'Anthropic, soit Google, soit on passe par la clé d'API Azure pour avoir accès au modèle de OpenAI, mais par l'interface Azure, qui peut être intéressant pour les entreprises. Ensuite, nous avons l'onglet Rules, je reviendrai après plus tard, l'onglet MCP. Nous avons les protocoles MCP. MCP, c'est Model Context Protocol, c'est une manière de communiquer entre différents LLM et des outils ensemble. C'est un protocole open source qui a été créé par Anthropic, et en fait, c'est un standard qui veut essayer de mettre à la communauté pour pouvoir communiquer. Et il existe plein de protocoles déjà implémentés. C'est une sorte de communication client-serveur pour les IA. Et si on va sur le site cursor.directory, comme on peut voir, il y a les rules, mais c'est pas ça qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est les MCP. Et ça, vous voyez, il y a déjà plein d'entreprises qui ont développé leur propre MCP, qui sont Linear, GitHub, Postgre, Sentry, Vercel, Supabase, Neon et j'en passe. Et si on cherche sur Internet, plein de gens l'ont déjà fait. En fait, c'est une espèce de ligne de commande à rajouter et on intègre automatiquement le serveur à notre projet pour avoir accès à nos Linear, à nos tâches en cours, GitHub sur la partie pouvoir automatiquement lire et communiquer avec les MR, les PR, se connecter automatiquement avec une base de données, créer automatiquement une base de données Supabase depuis notre projet, avoir accès à Stripe et ainsi de suite. Ça permet réellement de pouvoir faire communiquer notre agent IA avec des outils externes. Et dans le développement, ça peut être utile
Je vais pas m'étendre plus que ça parce que ça vient juste de sortir et je l'ai pas encore réellement testé. Quand je l'aurai testé, je ferai une vidéo dédiée dessus parce que ça a l'air hyper puissant, mais j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Par contre, je vous conseille d'aller voir, il y a d'autres vidéos, il y a déjà des personnes qui commencent à en parler, qui l'utilisent plutôt bien. Il y a des cas d'usage très très intéressants. Maintenant, on continue la suite de la vidéo. Et ensuite, c'est toutes les fonctionnalités bêta. Avant d'attaquer à communiquer avec la Codebase, je vais montrer une dernière chose, c'est dans la partie feature. Moi, j'ai coché le mode YOLO. Le mode YOLO, c'est un mode en fait, quand on est en mode agent, il va écrire des fichiers, créer des fichiers, exécuter des lignes de commande. C'est surtout pour l'exécution de lignes de commande. Si on n'a pas le mode YOLO d'activer, il va nous demander à chaque fois de valider ou non si on va exécuter cette commande. Donc là, je l'ai un peu joué en mode bourrin et moi je laisse activer. Et on peut exécuter soi-même certaines commandes qui sont, par exemple, moi je viens de rajouter à l'instant en git, rn, mkdir, qui sont des commandes en fait que on veut pouvoir nous avoir la main. C'est-à-dire quand on active le mode YOLO, si on met rien dans cette ligne, toutes les commandes qu'il va exécuter, il va les exécuter sans notre demande, sans notre accord. Si on n'active pas le mode YOLO, il faudra notre accord pour toutes les commandes qu'on veut exécuter. Et si on souhaite bloquer certains types de commandes, comme exécuter des commandes git, suppression de documents, ajout de fichiers et ainsi de suite, on peut les ajouter là. Donc moi je vais supprimer. C'est pas ça qui m'intéresse pour le moment. Et donc, voilà le tour du propriétaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre projet? Donc, il faut bien être en mode ask pour discuter avec lui. Et on va lui demander quel est le sujet de ce projet, @codebase. Codebase, vous n'y aurez pas accès quand vous êtes en agent, vous y aurez accès que quand vous êtes en ask, en question. Donc là, on lui pose la question. Et là, ce qu'il va faire, c'est entropie qui plante, bien évidemment. Je relance. Et là, il va discuter avec la Codebase et lister tous les directories, voir qu'il y a un fichier readme, donc essayer de le lire. Après, il continue la lecture de d'autres readme et ainsi de suite. Pour ensuite me dire, ben voilà, cette Codebase parle de ça ou ça. Je trouve cette information hyper pratique, surtout quand on est par exemple en entreprise et qu'on souhaite accéder à un nouveau projet qu'on connaît pas. Je trouve vraiment l'idée super bien, c'est qu'on arrive, on met un nouveau développeur sur le sujet, ben on lui dit, discute avec la Codebase en fait. Apprends à l'utiliser, discute avec elle, et lui, il te donnera les grandes lignes, où se trouvent les différents répertoires importants, les choses, et ainsi de suite. Et bien sûr, si on veut, on peut lui demander de nous simplifier de nous proposer plusieurs questions sur ce sujet-là. Donc en fait, le projet qui a été lancé, c'est la plateforme Diffie, qui est une application mobile. Ses principales caractéristiques sont de permettre de créer des workflows, support complet des modèles, les prompts, les idéaux de prompt, la capacité agent, l'opérationnel pour les ops, un back-end as a service. Il a une partie front-end qui est dans le répertoire web, comme on voit ici, qui est développé probablement avec Next.js. Ensuite, nous avons un back-end qui est dans la partie API, qui est développé en Python. Et ensuite, pour le déploiement, il explique qu'il existe Diffie Cloud, ou qu'on peut l'auto-héberger, et qu'il y a une version entreprise qui existe. La licence, elle est open source, c'est une licence Apache 2. Voilà, ça explique tout sur le projet. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Donc maintenant, ce que je vais lui demander, c'est de créer un diagramme Mermaid pour tous les composants de ce projet et pour m'expliquer le flow en fait de quand le projet fonctionne et le sauvegarder dans un fichier appelé mermaid.md au sommet du projet. On le fait en mode agent, attention, et ensuite on entre. Donc là je suis bien passé en mode agent, je suis plus en mode ask. Si on est en mode ask, il va générer le fichier, mais en fait il va le générer dans la partie chat et il ne va pas nous générer automatiquement le fichier. Là comme on voit, il est en train de générer le fichier. Et une fois qu'il sera généré, il va automatiquement me le créer dans la Codebase. Bon là c'est un fichier Markdown tout simple, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Mais là c'était pour vous montrer que par exemple, on peut lui faire un fichier généré, un fichier Markdown, qui permet de, par exemple, avoir un projet Mermaid pour savoir à quoi ressemble l'interface, le flow de ce projet. Comme vous voyez, ça fait 2 fois que je relance l'API de Claude, parce que Claude 3.7 Sonnet est sorti il y a à peu près il y a moins de 48 heures, et en fait c'est un peu le bordel, tout le monde l'utilise, et je pense que les serveurs d'Entropie qui galèrent parce que les 3 quarts du temps il faut relancer les commandes. Donc là il m'explique qu'il a créé le diagramme Mermaid, là c'est tout le diagramme qu'il a fait, explication durable, l'interface utilisateur, la couche d'API pour le backend, les services, authentification, workflow, RAG, agent service, modèle service, dataset, l'intégration des modèles, les modèles qui sont supportés, OpenAI, Mistral, Llama et d'autres, les modèles auto-hébergés, ensuite la pipeline RAG qui permet d'avoir un service de RAG avec un vector database et ainsi de suite, les agents, le workflow complet, stockage des persistances, les options de déploiement, cloud, self-hosted, entreprise édition, et ensuite il explique qu'il utilisait bleu pour front-end, violet pour back-end, jaune pour les modèles, vert pour le stockage et ainsi de suite. Mais c'est très clair, mais là c'est un fichier Markdown donc c'est pas hyper lisible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là, et comme on voit, il y a ce projet. Bon,
faudrait que je zoome un tout petit peu. Voilà, donc là il y a ce fichier Markdown où on voit le flow complet avec les couleurs qu'il a décidé d'utiliser. Maintenant on va continuer. Comme vous voyez, le projet a été créé. On va continuer notre flow de discussion avec ce projet pour réussir à comprendre comment le lancer. Donc maintenant je lance une nouvelle discussion, je me mets en mode, bien sûr, discussion, ask. Et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé, avec cette code base, comment je fais pour lancer ce projet. Et là il va le lire et il va me dire qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à lancer le projet en local Diffy. Donc, il faut juste savoir que là, par exemple, vous voyez, je lui pose des questions en français, il me répond en français. Mais on peut créer des rules spéciales à notre curseur qui fait que même si la question est posée en anglais, en allemand ou en italien, et qu'on veut absolument les réponses en français parce qu'on est plus à l'aise de français, ou qu'on veut absolument la réponse en anglais parce que c'est plus pratique par rapport à notre interface, on peut. Ça sera des règles globales à notre curseur et pas du tout au projet. Là où on peut avoir des règles spécifiques au projet qu'on verra un peu plus tard. Donc comme on voit, il a fini. Pour lancer ce projet, en fait, c'est un projet Diffy, il est readme, il faut configurer. Il m'explique qu'il y a un fichier .env. Donc pour lancer ce projet, ce qu'il faut faire, c'est avoir au minimum Docker, 4 Go de RAM, Docker installé et Docker Compose aussi. Pour lancer le projet, bon, merci de le cloner, ça c'est déjà fait. Ensuite, pour configurer l'environnement, on va dans Docker et on crée des nouvelles variables d'environnement. Ensuite, on remplace les fichiers .env. Hop, il est où? Il est dans le Docker. Hop, on remplace toutes ces variables d'environnement par les variables d'environnement que j'ai besoin pour pouvoir démarrer notre projet. Ensuite, on fait un Docker Compose Up pour lancer sur la machine et le projet se lance sur l'interface localhost/install. Ensuite, il explique qu'il y a une configuration avancée qui peut être différente et pour résoudre les problèmes, il y a un Discord et une GitHub Discussion pour le projet. Et sinon, on peut aussi le lancer depuis le Diffy Cloud et le code source. Donc voilà, maintenant on a toutes les démarches pour lancer le projet. Je ne vais pas forcément le lancer aujourd'hui. Le Diffy, c'est pas un outil que je veux présenter dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire un tuto complet sur ce qu'est Diffy et comment l'utiliser. Une petite minute. J'espère que cette vidéo te plaît. Si c'est le cas, like, partage, abonnement. Ça fait toujours plaisir. Et si tu souhaites avoir accès à une liste qui te permet de créer des applications simplement et efficacement avec Cursor, sans avoir très peu, voire quasiment aucune ligne de code à écrire, premier lien en description. Tout de suite. Retour à la vidéo. Là, on va tout de suite aller sur les deux derniers sujets qui nous restent à présenter pour Cursor, qui sont les User Rules et les Project Rules. Donc, pour accéder aux rules, c'est dans les settings, bien évidemment. On va agrandir comme ça sera bien propre. Donc, nous avons, vous voyez, de nouveaux onglets, comme je l'ai montré. Il y a un onglet Rules et MCP qu'on a déjà vu. On va aller sur l'onglet Rules. Donc là, c'est les User Rules. Et on va faire un petit exemple. Donc, dans les User Rules, je lui demande de toujours me répondre en lead speak. Et si on lui dit comment vas-tu? N'importe quel mode, il prend toujours en plein compte. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il va me répondre en lead speak. C'est lisible, mais c'est pour vous montrer que les user rules prennent toujours le dessus sur tout ce qu'on fait. Elles sont vraiment c'est notre propre config de notre curseur quand on souhaite interagir avec lui. Bon, cette rule-là, je la vire parce que ça sert à rien. Maintenant, on va aller voir les project rules. Donc, tout d'abord, avant, il existait ce qu'on appelle les cursor rules. C'est un fichier .cursor.rules. J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Et il existe plein de sites qui en parlent, comme par exemple ce site-là qui s'appelle cursor.directory, et on a des types de rules pour toutes les personnes que l'on souhaite. Maintenant, on est passé sur des project rules. Les project rules, c'est différent. On peut en ajouter une qu'on va appeler frontend. Comme on voit, en fait, il a créé un fichier frontend.mdc dans un dossier cursor/rules. Et en fait, MDC, c'est juste un truc tout simple. C'est un markdown un peu custom qui permet d'avoir une description et les fichiers qui vont faire en sorte qu'on exécute cette rules-là. Il faut savoir que la description, c'est le plus important. C'est ce qui va permettre, en fait, à Cursor de comprendre qu'il doit utiliser cette rules-là. Donc, par exemple, on peut lui dire, donc on peut dire, par exemple, pour tout le front-end code qui est en Next.js, et tu te lances pour tous les fichiers TSX, TS, CSS et HTML. Et ensuite, de là, on re-rentre nos rules, les mêmes que là. Sauf qu'en fait, l'avantage des Cursor rules, c'est que, là, on a un fichier rules pour le front, mais on a aussi un fichier rules pour le back-end. Par exemple, on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler api.mdc. Il comprend automatiquement que c'est un fichier pour .mdc vu qu'il met ça. Et si je mets .md, vous allez tout de suite voir la différence. Hop, on relance. Et vous voyez, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il crée juste des meta tags à un fichier Markdown pour créer les fichiers MDC. La petite différence que j'ai oublié de parler sur le poste d'avant, c'est cet onglet-là, en fait. C'est là, en fait, si celui-là, vu que je l'ai pas activé, il s'activera que quand je vais lui dire que je parle de front-end et ainsi de suite. Donc, il va comprendre dans la description quand est-ce qu'il doit appeler ce fichier-là. Et si, par exemple, celui-là, je le coche ici, en fait, ça veut dire qu'il est appliqué à tous les appels. Donc, n'importe quelle demande que je lui fais dans le chat avec l'agent ou les questions,
il va utiliser cette ruse-là. Donc on peut avoir des rules un peu génériques sur l'architecture de l'application et ainsi de suite, et on peut les mettre là-dedans. Comme par exemple les règles de nommage de nos fichiers, toujours en camel case, en Pascal case et ainsi de suite. Donc on peut avoir ces fichiers-là. C'est du markdown, donc on fait ce qu'on veut, on peut mettre des bouts de code pour donner des exemples et ainsi de suite. Et on a fait le tour sur les 5 fonctionnalités vraiment pratiques de la nouvelle version de Cursor. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu souhaites rajouter des choses sur Cursor, d'autres petits conseils que je n'ai pas abordés dans la vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et dans la prochaine vidéo, où on parlera de Cursor, on parlera des Project Rules plus en profondeur. Je vous montrerai comment ça marche réellement dans un projet en cours de développement, ainsi que du MCP, le nouveau protocole développé par Anthropic qui marche avec Cursor et qui permet de pouvoir connecter l'application à beaucoup d'outils. Et si tu souhaites aller un peu plus loin sur le développement avec Cursor, tu trouveras en description un lien qui te donne accès à une liste qui te permet de développer une application mobile avec Cursor en seulement quelques prompts. Sur ce, tchuss tout le monde!